Bonjour à tous, j'espère que vous entendez bien. On va parler de dissection aortique aiguë. Moi, je suis des urgences de Lariboisière et mon collègue Sacha est des urgences de Bichat. Pour le côté urgence, c'est un staff qui a été préparé, on va dire, avec le docteur Océane Minka qui est des urgences de Bichat comme Sacha. Donc, on va aussi profiter de ce moment pour parler d'un projet de recherche sur lequel on travaille un peu depuis un moment, depuis le printemps, pour avoir aussi quelques idées ou quelques axes d'amélioration. OK, je vais commencer par projeter de mon côté. Donc, on va parler, moi je vais m'occuper de la partie diagnostic de la dissection aortique aiguë et Sacha va parler de la partie plutôt thérapeutique. Comme je disais, nous sommes deux en fait à avoir préparé ce travail parce qu'il y a tellement on va dire, de projets de recherche sur la dissection. Il faut savoir que la dissection aortique est une maladie qui est peu fréquente avec une létalité qui est importante. Sans traitement approprié, 50% des patients vont décéder dans les 24 heures. Le taux de mortalité augmente en fait de 1 à 2% par heure. C'est une maladie où il faut savoir qu'on a un taux d'échec diagnostique quand on regarde qui est entre 14% et 39%. La seule méthode diagnostique vraiment la plus sûre, c'est le scanner, c'est l'utilisation du scanner. Il n'y a pas aujourd'hui de biomarqueurs diagnostiques qui permettent, comme avec l'infarctus du myocarde ou l'insuffisance cardiaque, de pouvoir éliminer effectivement clairement le diagnostic. Et on voit que le fait qu'on n'ait que le scan comme méthode diagnostique de référence fait qu'on peut être confronté à l'overtesting, c'est-à-dire à tester beaucoup les patients pour pouvoir éliminer le diagnostic. Il y a aussi le coût lié au scan qui serait considéré comme inutile, les irradiations du patient, sans oublier le temps d'attente qui s'allonge. L'enjeu probablement d'un travail en termes de diagnostic de la dissection, c'est de développer des stratégies pour limiter le recours systématique au scan. Donc, c'est qui est encore malheureusement trop souvent le cas. Bon, c'est Sacha qui va un peu parler plus de ça, mais bon, moi, j'avais besoin d'en parler un peu, mais ce sera court pour poser aussi certaines choses que je vais aborder par la suite. On a bon, la paroi de l'aorte, c'est l'intima, la média, l'adventice, qui est effectivement la partie la plus externe. Il faut savoir que communément, on parle de syndrome aortique aigu et que dans le syndrome aortique aigu, ça regroupe la dissection. C'est que la dissection aortique aiguë, c'est 90% effectivement des syndromes aortiques aigus, l'hématome intramural et aussi l'ulcère pénétrant de la paroi aortique. En termes de physiopathologie, c'est un peu différent. La dissection aortique, on aurait effectivement cette déchirure là au niveau de l'intima, puis effectivement la création de cette espèce de faux chenal. La vraie lumière, effectivement, de la paroi, la vraie lumière, pardon, de l'aorte étant ici. Dans l'hématome intramural, c'est plutôt une hémorragie qui commence au niveau de la paroi. Et après, effectivement, on a cet hématome qui se crée là. Et après, dans l'ulcère pénétrant, on a effectivement cette fissuration au niveau d'une plaque d'athérosclérose, effectivement, et par la suite, effectivement, l'effusion de sang. Ça aussi, ça va être court. La classification qu'on préfère utiliser, c'est effectivement celle de Sanford A ou B. A pour dissection lorsque ça intéresse la dissection intéresse la haute ascendante, et B lorsque ça affecte effectivement la haute descendante. C'est essentiellement comme ça qu'on catégorise. Bon, la A peut aussi intéresser ou non la haute ascendante. Mais bon, c'est celle qu'on utilise communément aux urgences. On va dire que ces images-là viennent d'une revue de la littérature qui a été publiée dans le JAMA en 2016. Vraiment une étude très intéressante, où en fait, elle nous parle aussi un peu ici de l'incidence. Comme je disais, c'est une maladie qui est très peu fréquente. Pour tous les syndromes aortiques, c'est entre 3,75 pour 100 000 patients année. Plus de 90% sont des dissections, des syndromes aortiques aigus sont des dissections aortiques aiguës, et entre 5 et 15% des syndromes aortiques aigus seront des hématomes en fait intramuraux. Au niveau de la présentation, probablement qu'il y a une douleur thoracique, on va dire parfois un peu caractéristique. Ça peut être une douleur thoracique, une douleur dorsale aussi en fonction des irradiations, comme on peut le voir dans
dissection aortique aiguë, on peut avoir effectivement des céphalées s'il y a des irradiations, des dissections qui peuvent intéresser la carotide, des douleurs au niveau des mains inférieures si on a des ischémies aiguës, des douleurs abdominales si on a des ischémies entérico-rénales. C'est une pathologie qui va intéresser le plus souvent les hommes. Si on revient un peu plus sur la douleur, c'est une douleur qui va être avec une sensation de déchirure, une irradiation dorsale. Généralement, on retrouve effectivement une hypertension, comme ici dans la dissection aortique aiguë. On peut avoir des déficits de pouls dans 30% des cas. On peut aussi avoir des souffles de régurgitation aortique et même parfois des complications à type d'insuffisance cardiaque aiguë. Dans le cas des hématomes, on a moins souvent effectivement les irradiations de la douleur et surtout comme d'habitude aussi des tableaux d'hypertension associés. On va dire que l'âge aussi est différent pour les deux tableaux. Pour les séances aortiques, on aura plutôt un âge entre 48 et 67 ans et pour les hématomes intramuraux, plutôt un âge entre 50 et 111 ans. Donc, ça reste quand même des pathologies des pathologies en fait de l'adulte assez d'âge mûr, quoi. Le diagnostic, ça se fait, il y a différentes méthodes diagnostiques, mais vraiment, celle qu'on va retenir le plus, c'est le scan avec une sensibilité, une spécificité de 100%. C'est super important, c'est on va dire la meilleure méthode diagnostique pour diagnostiquer une dissection aortique aiguë ou un syndrome aortique aigu. Là, c'est intéressant comme je disais, c'est redit ici, 100% de sensibilité, 100% de spécificité pour le scan. On a d'autres méthodes, l'IRM qu'on peut faire en cas de contre-indication, mais bon, clairement, on ne le fait pas tous les jours. On ne fait pas tous les jours ça. On a l'échographie transœsophagienne qui sera plus précise, mais bon, on va dire, celle qu'on a effectivement à portée de main reste l'échographie transthoracique qui va être opérateur dépendant puisqu'en fait, tout le monde en fait, ne la fait pas. C'est qu'on va voir dans ce cas-là, c'est des éléments comme des dilatations de l'aorte, le faux chenal, on peut le voir. On peut aussi voir aussi des sauts de régurgitation au niveau effectivement de la valve aortique. Et en termes de performance, beaucoup moins quand même que ne l'est effectivement le scan. Les dimères, j'ai coché ça parce qu'il faut savoir que les dimères seuls, finalement, ne vont pas suffire pour faire le diagnostic, pour du moins écarter le diagnostic des dissection aortique aiguë. Vous voyez que les dimères pris seuls, une sensibilité faible, une spécificité faible. On verra plus tard que combiné à un score diagnostique, les performances seront un peu plus différentes, on va dire plutôt améliorées, quoi. Je n'ai pas mis ici la radio du thorax. Bon, on n'en parle pas beaucoup. On peut voir une dilatation effectivement médiastinale. Mais il faut savoir que dans les dissections, on peut avoir on peut avoir des ECG normaux, on peut avoir aussi des radios pulmonaires normales. Ça n'est uniquement pas diagnostic d'avoir une radio ou un ECG normal. Là, je me suis concentrée aussi là pour montrer des images de dissection en fait au niveau du scan. Cet aspect de faux chenal effectivement qu'on voit là, avec une grosse dilatation de l'aorte. Ici, pour qui intéresse ici l'aorte faux chenal qu'on voit au niveau de l'aorte descendante. Là, effectivement, l'aspect d'hématome intramural qu'on voit là aussi. Donc, là, on va arriver sur quelque chose de très intéressant, c'est de la classification. En fait, on va dire que c'est un score de détection de la dissection aortique. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une base de données, c'est la base IRAD qui regroupe, c'est une base internationale qui est une base de données prospectives en fait chez les patients qui font des dissections aortiques. L'hôpital Bichat en fait partie et en fait à partir de cette base-là, on a pu développer ce score. C'est le score en fait de détection de la dissection aortique. Ce score est assez simple. On l'utilise peu. Dans certains centres, en fait, il est déjà plutôt connu, mais bon, dans d'autres, il n'est pas tellement encore. Et en fait, ce score est simple. Ça veut dire que chez les patients, en fait, chez qui on suspecte une dissection aortique, qui a une douleur, qui peut être thoracique, qui peut être dorsale, abdominale, des patients qui ont des syncopes ou n'importe quel signe d'hypoperfusion, que ce soit des éléments qui font penser à une dissection de la thème mésentérique ou encore des éléments qui font penser à une dissection des extrémités avec, par exemple, des ischémies de membres. À partir du moment où on suspecte une dissection, une de ces complications, on regarde effectivement les facteurs de risque du patient. Si le patient, en fait, a des antécédents à haut risque de dissection, c'est-à-dire, par exemple, une maladie de Marfan ou encore un antécédent, imaginons, une hérédité en fait au niveau des antécédents aussi familiaux, je veux dire, de dissection aortique, imaginons. Ou alors si le patient a une douleur caractéristique, c'est-à-dire que la douleur d'une dissection, c'est ce caractère effectivement soudain, cette intensité importante de la douleur, cette douleur à de déchirure migratrice. Ou encore si le patient, à l'examen, on retrouve des éléments en faveur
d'un déficit de perfusion, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des déficits de pouls, des asymétries tensionnelles, des déficits neurologiques focaux, ou alors aussi des anomalies de la voie barotique, ça ce sont des éléments d'examen, ou alors des hypotensions, des signes de choc, ce sont des éléments de gravité. Si en fait le patient a un élément parmi effectivement ces 3 catégories de risque, il a un score à 1. Si aucun de ces éléments, il a un score à 0. Et à partir du moment où le patient a plutôt un élément dans chaque catégorie, ça veut dire qu'on est sur du 2 ou du 3, on est vraiment chez les patients haut risque. Chez les patients-là, on ne pourra pas se contenter de doser des biomarqueurs, ça ne suffira pas. Il faudra directement, chez les patients scan, on ne pourra pas se passer du scan dans cette catégorie de patients. Là, c'est les recommandations de l'ESC en 2014 sur la session sur la maladie de l'aorte. Et on va voir aussi que ce sont les mêmes éléments qui reviennent pour les manifestations cliniques, les différentes complications, on a déjà un peu parlé. Une douleur thoracique qui est quasiment toujours, on va dire, la plus présente. Des douleurs dorsales aussi, le caractère soudain de la douleur qui est vraiment très important. La douleur migratrice aussi, on a la regurgitation de l'aorte, on va dire des signes de regurgitation aortique peuvent être présents. On a tout le reste des complications que j'en ai déjà parlé un peu. Si on a une effusion effectivement au niveau du péricarde, on peut avoir des tamponnades péricardiques. Si on a des dissection des artères coronaires, on peut avoir des ischémies myocardiques. On peut aussi avoir des insuffisances cardiaques, des AVC synthèse des artères carotidiennes, on peut avoir des ischémies mésentériques, autant d'éléments, ou encore des artères rénales, ou encore l'ischémie de membres. Ça dépend vraiment de quel territoire en fait, artériel en fait, est intéressé par la dissection. Ça dépend de l'étendue de la dissection en quelque sorte. Là, c'est les biomarqueurs. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas des biomarqueurs, ce sera essentiellement des biomarqueurs comme on a des biomarqueurs pronostiques. C'est un peu comme un score de Sofro. On n'a pas aujourd'hui de biomarqueurs qui soient spécifiquement dédiés au diagnostic qu'on retrouve en routine de la dissection aortique aiguë. C'est essentiellement des biomarqueurs pronostiques qui vont effectivement refléter effectivement les différentes atteintes des différentes fonctions. Des différentes fonctions effectivement d'organes. Par exemple, le troponie qui est très élevé, c'est un facteur de mauvais pronostic, par exemple. C'est essentiellement des facteurs pronostiques quand on dose effectivement les biomarqueurs chez ces patients, tout comme une inflammation importante, c'est un peu la même catégorie de choses. Là, c'est pour dire quelques mots de l'organigramme proposé par l'ESC pour un peu une sorte de stratégie diagnostique de la dissection aortique ou du syndrome aortique aigu. C'est des patients, à partir d'un patient vient avec une douleur thoracique aiguë, qu'il ait une histoire compatible, un examen clinique compatible, un ECG systématiquement fait, ça c'est sûr. L'ECG permet à la fois peut-être d'éliminer un diagnostic différentiel, ça peut être simplement une coronaropathie qui n'a rien à voir avec une dissection, clairement. Ou encore, on peut aussi avoir si un ECG anormal parce que la dissection intéresse les artères coronaires. Donc, il faut, on va dire, savoir faire la part des choses. Puis, on s'intéresse à la stabilité hémodynamique du patient. C'est plus que si le patient n'est pas est plutôt instable sur le plan hémodynamique, on va plutôt préférer un examen comme l'écho pour ne pas dépasser le patient. Si on sait le faire, on peut confirmer, retrouver des éléments qui confirment un type de dissection. Si le patient est stable, par contre, on peut procéder différemment avec le score ADDS qu'on avait parlé, on en avait parlé tout à l'heure, en divisant ceux qui ont une faible probabilité de dissection de ceux qui ont une haute probabilité de dissection. S'ils ont une faible probabilité, on peut effectivement associer effectivement à notre réflexion les résultats de dédimère ou encore les résultats de l'écho ou encore les résultats de la radio. Ça peut exister un élargissement du médiastin, mais même s'il n'est pas là, on ne peut pas exclure le diagnostic. Si à partir de tous ces éléments, on a probabilité faible, on arrive à exclure le diagnostic, alors à une diagnostic, on peut effectivement aller vers d'autres diagnostics. Par contre, si on y croit toujours, là, il faut effectivement, le meilleur examen restera le scan. Et pour les patients qui ont des fortes probabilités, on peut effectivement saisir l'échographie qui peut être contributive. Si elle n'est pas contributive, on aura toujours le scan. Donc, on est toujours un peu en train d'aller au scan pour confirmer ou infirmer de manière certaine ce diagnostic. Là, c'est une très belle étude, probablement une étude principale sur la question du diagnostic et du diagnostic de la dissection aortique aiguë avec le côté effectivement non évasif de la stratégie qui est proposée ici.
C'est en fait une étude qui a été faite par Nazarian c'est une étude qui a concerné de mémoire 4 pays, une grosse cohorte observationnelle multicentrique, 1850 patients inclus dans l'étude. Et en fait, l'objectif de ce travail, c'était de tester 2 choses. C'était premièrement de voir est-ce qu'en associant le score ADDS au D-dimer, on arrivait effectivement à exclure de manière sur le diagnostic des sections, notamment chez les patients faibles. Ça veut dire qu'il y avait un score ADDS initialement à 0 ou 1. Et l'autre intérêt de ce travail, c'était de voir le taux d'échec diagnostique. Et on peut voir là que de la stratégie ADDS risque faible, ça veut dire score ADDS à 0, 1 avec des dimères négatifs, voire effectivement le taux d'échec. C'est intéressant ce travail. On voit que chez les patients, en tout dans ce travail, chez les patients qui avaient un score DDRS, on va dire pour une probabilité faible de dissection, avec des dimères négatifs, en tout 3 dissections seulement. Donc, on va dire, c'est plutôt rassurant. C'est différent, effectivement, dans la catégorie des risques élevés, où on voit très bien que les D-dimères, là, ne s'évarient, on a jusqu'à 5 dissections chez ces patients-là. L'auteur, en fait, a retrouvé, on va dire, un taux d'échec diagnostique de 0,3%. En gros, une dissection manquée sur 300. C'est vraiment pas mal. Et quand on regarde aussi les performances en fait, de ce travail, on voit que la sensibilité de cette stratégie, ça veut dire ADS inférieur ou égal à 1, ça veut dire probabilité faible avec des dimères négatifs, inférieur à 500. On a une très bonne sensibilité, une spécificité un peu moins bonne et quand même une valeur prédictive négative qui se rapproche de 99,7%. Donc, c'est vraiment pas mal comme travail. Donc, pour résumer, une dissection manquée sur 300 et une très belle performance en termes de sensibilité de valeurs positives ou négatives. On a quand même, c'est intéressant de voir que l'auteur s'est posé pour regarder chez les patients qui avaient effectivement des sections aortiques et qui avaient quand même des dimères négatifs, il s'est effectivement posé pour regarder effectivement les raisons. On voit très bien que c'est des patients de différents âges qui avaient aussi des scores de détection entre 0 et 2. On va dire le pourquoi, effectivement, on est passé à côté, on ne saura pas dire. Est-ce que c'est un examen ou des caractéristiques qui n'étaient pas très, très bien renseignées? On ne saura pas dire, mais il a quand même un bon nombre de patients où il a 8 patients, sur des milliers quand même, qui avaient des désimères négatifs, un score à DDRS, en fait, des désimères négatifs et une gestion aortique. Donc là, c'est pour résumer ces stratégies. La stratégie proposée par Nazarian, c'est un article qui est paru dans Circulation en 2018. Donc, dès qu'on suspecte une dissection, que ce soit sur la douleur thoracique, dorsale, abdominale, une syncope ou encore un déficit de perfusion, quand on a ces éléments-là, il faut évaluer la probabilité pré-test avec effectivement ce score. Si ce score effectivement est inférieur ou égal à 1, on doit des dimères. Et si les dimères sont négatifs à moins de 500, on exclut les diagnostics qui sont positifs, on va jusqu'à un scan. Pour les patients, bien sûr, qui ont un score supérieur à 1, on fait directement l'angioscan. S'il est positif, ça confirme. Et le diagnostic est négatif, on exclut ce diagnostic, on cherche autre chose, globalement. C'est ce que veut dire, c'est un peu le résumé du travail de Nazarian. Et donc, ce travail est beau et ça pose quand même la question de l'implémenter, quoi. C'est un peu le projet de recherche sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs mois, à la fois implémenter cette stratégie diagnostique dans nos urgences, parce que bon, il faut s'avouer qu'il y a des centres, par exemple, comme Saint-Antoine, dans lesquels ces stratégies est déjà utilisées. Mais l'idée, ce serait vraiment de se poser la question, on va dire, de plutôt, en gros, la vulgariser au maximum. Et ça permettra aussi de pouvoir évaluer les bénéfices et les risques. Les bénéfices seraient en termes de, par exemple, en termes de nombre de scanners évités, les économies de coûts réalisées, notamment en évitant le surplus de scan. Les risques, ce serait effectivement le taux d'échec diagnostique, effectivement, quand on regarde effectivement ces stratégies chez les patients avec une probabilité clinique faible de dissection. On a encore des interrogations, c'est en gros quel comparateur, quoi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait quand on n'utilise pas la stratégie de Nazarian? Sachant que quand on regarde la littérature, se baser sur l'instinct clinique, c'est source d'erreurs monumentales. L'instinct clinique ne suffit pas pour infirmer ou confirmer le diagnostic de dissection, quoi. Donc, pour la question qu'on se pose aujourd'hui, on reviendra encore plus tard, hein, c'est vraiment quel comparateur penser, c'est qu'est-ce qu'on fait dans d'autres centres pour savoir effectivement à quoi comparer la stratégie de Nazarian.
Et sachant que quand on regarde la littérature aussi, il y a très peu d'essais cliniques randomisés sur la question. La majorité des études publiées à ce sujet, même dans la question des traitements, sont des études observationnelles, multicentriques, prospectives. Donc, c'est aussi la question du design, quoi. Et comme je disais aussi, en termes de pistes de travail, on a aussi, comme dans l'embolie pulmonaire, on a imaginé, Océane et moi, de pouvoir regarder ce qui se passe. Par exemple, si on a rajouté les dédimères ajustés à l'âge, qu'est-ce que ça donnerait comme performance diagnostique? C'est aussi une piste de travail qu'on aimerait explorer. Ça va dépendre de comment effectivement on pourra déjà faire le premier travail. Il reste encore un qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a aujourd'hui des biomarqueurs sur la dissection aortique. Il y a des biomarqueurs étudiés ou encore, on va dire, en cours d'étude. Pour la plupart des biomarqueurs qui reflètent la souffrance de la paroi aortique ou encore sa détérioration. Et l'idée, ce serait effectivement de voir est-ce qu'on ne pourrait pas constituer une biobanque. C'est un projet avec lequel on discute avec Anthony Chauvin récemment, c'est de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas travailler effectivement sur des biomarqueurs prospectifs et voir effectivement construire initialement une cohorte et après, en fonction de ce qu'on arrivera à isoler, faire des essais cliniques randomisés pour essayer d'en valider un. C'est autant de pistes de travail, on en a même sur les traitements. C'est dire à quel point le champ du possible dans cette pathologie est vaste, quoi. Donc, ce sera tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. S'il n'y en a pas, je vais laisser la parole à Sacha. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, super. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie d'allumer leur caméra. N'hésitez pas, c'est toujours plus sympa. Je ne sais pas si vous êtes vraiment 10 derrière l'écran ou pas. En tout cas, si vous le voulez, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis Sacha, je suis anesthésia à Bichat. Je travaille en chirurgie cardiaque et j'ai travaillé un an en réachir. Donc, j'ai vu un petit peu les deux côtés des dissections aortiques, type A, type B. Et l'objectif, c'était plus de vous faire un petit topo sur la dissection du côté de l'anesthésiste réanimateur. Salut Océane. Pour que vous voyez un petit peu l'après du diagnostic et du traitement, pour que vous voyez un peu ce que nous, on fait, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation pour ces patients. Donc, comme vous l'a dit Hilary, la dissection aortique, ça c'était plus s'il y avait des externes ou des étudiants dans l'eau, hein, c'est à différer de l'anévrisme. Hein. Donc là, c'est vraiment la constitution d'un faux chenal à l'intérieur de la lumière aortique. Et en fait, les conséquences finalement sur les organes et l'hémodynamique vont être la conséquence de ce que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire l'interaction entre le vrai et le faux chenal. Au tout début de la dissection aortique, aucun problème. Le vrai chenal, le faux chenal, les deux sont perfusés, les deux circulent et on n'a pas de souci particulier. Et puis finalement, il va y avoir ensuite des complications, soit statiques, soit dynamiques, soit les deux, avec la constitution soit d'un faux chenal tellement important qui va comprimer le vrai chenal, soit d'un thrombus qui va se former à l'intérieur du vrai chenal ou à l'intérieur du faux chenal. Et finalement, c'est la combinaison de tout ça qui va faire la complication de la dissection aortique. Et notamment, entre cette complication et sa localisation, vous allez avoir tous les signes cliniques. Alors, c'est pas mal d'avoir fait un staff là-dessus, le 7 décembre, parce qu'il y a une vraie saisonnalité de la dissection aortique. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte pour ceux qui travaillent aux urgences depuis plusieurs années, mais ça a bien été démontré, ici c'est en 2017, dans une revue de la littérature, qui montrait que quand les températures baissent, finalement, le taux de dissection aortique augmente. Nous, on en a pris encore 4 ou 5 la semaine dernière au bloc opératoire, donc de type A, hein, j'entends. Donc, il y a une vraie saisonnalité. Le diagnostic clinique, vous en avez parlé, hein, c'est le syndrome aortique aigu. C'est donc une douleur typiquement décrite comme médiothoracique et transfixiante, associée à un autre signe clinique ou un symptôme qui peut vous faire évoquer une dissection ou une compression.
Donc l'asymétrie, la fameuse asymétrie tensionnelle, hein, si vous avez une dissection de l'artère sous-clavière, un AVC si vous touchez les troncs supra-aortiques, une dysphagie par compression œsopharienne, un SCA, un souffle d'insuffisance cardiaque, une tamponnade, paraplégie ou ischémie de membre, selon la localisation de l'artère qui est donc disséquée ou comprimée. À ne pas confondre le syndrome aortique aigu avec le syndrome fissuraire, hein, qui lui est une douleur abdo chez un patient connu ou suspecté connu d'un anévrisme de l'aorte abdo et donc qui n'est pas le même diagnostic et qui n'a pas le même effectivement, algorithme de prise en charge. Alors pourquoi c'est important cette classification dont vous a parlé Hilary tout à l'heure, type A, type B, qu'on a plutôt préféré à celle de Debaquet, qui était vraiment une classification plutôt anatomique. Finalement, c'est lié à la survie de ces deux pathologies. Ici sur la droite, vous avez l'évolution de la dissection aortique de type A en bleu en bas et de type B en haut en vert, selon qu'un traitement a été initié ou pas. Et vous voyez ici que la type B a grosso modo une survie de 90%, là où la type A a une survie de 70%, avec une chute dramatique, ici, vous voyez, entre les premières 24 heures et les 7 premiers jours. Ça, c'est quel que soit le traitement qui a été mis en place. Et les principes de la prise en charge, ils découlent de ça. Si vous la regardez à gauche, le schéma, on s'est focalisé que sur les dissections aortiques de type A. Lorsqu'elles sont prises en charge chirurgicalement, vous avez 80% de survie. Lorsqu'elles sont prises en charge uniquement médicalement, vous avez 40% de survie. Au contraire, et donc, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'après 5 jours, vous voyez, après 7 jours ici, vous avez en gros la mortalité qui est à 50%. Donc, il faut faire le diagnostic rapidement, il faut prendre ces patients rapidement en charge au bloc opératoire. À contrario, une fois que vous avez passé les 7 jours, vous voyez que finalement, la mortalité, elle baisse très peu. Et donc, c'est extrêmement important dans l'histoire clinique de vos patients de bien pouvoir préciser la douleur. D'accord, l'horaire de la douleur, l'heure de la douleur. Si vous dites, ouais, j'ai une espèce de douleur un petit peu foireuse qui date depuis 5, 7 jours, je ne sais pas trop, et que vous tombez sur une image de dissection aortique, probablement que ce n'est pas la raison pour laquelle il vient vous voir aujourd'hui. Alors, c'est dommage, on n'a pas d'imagerie antérieure, donc on va savoir si c'est une extension de la dissection. Mais en tout cas, il ne faut pas se jeter en disant ce malade-là, il faut le mettre au bloc opératoire maintenant. D'accord, si vous avez passé les 7 jours, probablement votre malade, il va, on l'espère, survivre après. Au contraire, si vous regardez ici la dissecte de type B, lorsque vous avez un traitement chirurgical, lorsque vous avez eu nécessité de faire un traitement chirurgical, bien évidemment, c'est des études malheureusement qui sont rétrospectives, là, vous avez 75% de survie contre 90% si vous avez fait un traitement uniquement médical ou endovasculaire. C'est des études, encore une fois, rétrospectives. Donc, les dissections aortiques de type B qui ont dû être opérées, c'est des dissections aortiques qui étaient plus graves. Donc, il y a des cas complexes. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Hilary, hein, le cas qu'on connaît tous, la classe 1 qui est la dissection aortique avec le vrai chenal, le faux chenal. La classe 2 qui est l'hématome donc, aortique et qui, jusqu'à preuve du contraire, est à considérer comme une dissection aortique de type A. Et vous avez la classe 4 qui est l'ulcère pénétrant. Et donc, ça, c'est des affaires de spécialistes, hein, mais c'est ce qui donne effectivement des dossiers parfois un petit peu complexes dans les discussions de prise en charge thérapeutique chez certains patients. Alors, le traitement, il est simple, d'accord, c'est à la portée de tous, c'est un traitement symptomatique, antihypertenseur et morphinique antalgique. Les dernières recommandations, les dernières guidelines, elles datent d'il y a un mois, en gros, de l'AHA, où vous voyez que les recommandations, elles sont de grade 1 ou un peu de grade 2. Par contre, le niveau de preuve n'est pas énorme. Concrètement, l'objectif chez ces patients, c'est d'avoir une pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure, une fréquence cardiaque, si possible, entre 60 et 80. L'idée, c'est que le moins vous avez de fréquence cardiaque, le moins vous éjectez de sang à travers, à travers le faux chenal. Il recommande en première intention l'utilisation de bêta-bloqueurs intraveineux, d'accord, de bêta-bloquants intraveineux, ou alors, en deuxième intention, d'inhibiteurs calciques. Effectivement, nous, en France, on a plutôt l'habitude d'utiliser soit des inhibiteurs calciques, le nicardipine, soit éventuellement l'urapidil. Il faut savoir que c'est totalement légitime et totalement possible, voire dans les recommandations américaines, encore une fois, recommandé d'utiliser des bêta-bloquants d'action courte, directe. L'objectif de votre traitement, c'est d'aller vite et c'est d'être titrable. Donc, vous devez avoir une molécule intraveineuse qui doit avoir un cahier des charges qui est titrable rapidement, sans énormément d'effets secondaires et avec une demi-vie qui soit courte. Donc, effectivement, là-dedans, il y a l'abétolol, il y a surtout les smolol, que vous pouvez utiliser la posologie de 0,5 mg/kg en bolus pour essayer d'obtenir cette fréquence cardiaque et cette pression artérielle systolique. Et enfin, un contrôle de la douleur, évidemment. Et
ça c'est pour la prise en charge préhospitalière. L'objectif, c'est d'amener votre patient, lorsque vous êtes en dehors de l'hôpital, d'accord, à un endroit qui sera capable de le prendre en charge, donc en chirurgie cardiaque. Soit directement à l'angioscanner, si votre patient est entre guillemets stable, soit au bloc direct lorsque vous êtes en état de choc. Là, encore une fois, je parle pour les patients préhospitaliers, ce n'est pas le cas de ce que vous a présenté forcément Hilary chez le patient qui a une douleur thoracique et qui est aux urgences. Ici, je vous ai fait juste un résumé rapide des molécules disponibles. Donc, celles qu'on utilise le plus, nous, c'est l'urapidil et la nicardipine. Le furosémide est à proscrire en préhospitalier pour ce genre de patients. Et vous avez l'esmolol, le lobétolol. Je pourrais vous donner, si vous voulez, les diapos pour avoir toutes les posologies, si vous le souhaitez. Et donc, la prise en charge à Bichat, qui peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude ou autre de travailler avec nous. Et comme l'idée, c'est qu'on a assez formalisé les choses. Si vous avez une dissection de type A avérée, d'accord, il faut appeler le réanimateur de chirurgie cardiaque. C'est le 57 453. L'objectif, ce n'est pas qu'on a envie de travailler ou de ne pas travailler. On va la prendre si on a de la place au bloc. Si on est sur une reprise, sur une urgence, sur transplantation cardiaque ou autre, votre patient il va devoir attendre 5 heures avant d'avoir une prise en charge et donc il faut l'orienter probablement vers un autre centre. Si c'est donc possible, il est accueilli direct qui a été confirmé. Sinon, si le bloc opératoire n'est pas disponible pour X ou Y raison dans les minutes qui arrivent, alors on fait un stop en SSPI. Si votre patient est au SAU scopé, vous pouvez le laisser au sauve en attendant, que la place se libère. Aucun intérêt pour ceux qui travaillent à Bichat de faire un arrêt du SAU en SSPI pour refaire un arrêt ensuite au bloc opératoire. Le changement de brancard, le truc, etc. C'est des malades qu'on a envie quand même d'avoir au repos le plus possible. Si vous avez une dissection de type A qui est suspectée, encore une fois, je parle pour ceux qui sont essentiellement en pré-hospitalier, toujours appel du réanimateur de chirurgie cardiaque. L'objectif, c'est encore une fois, si on vous dit qu'il n'y a pas de bloc, ça ne sert à rien de venir faire un scanner à Bichat. Autant faire le scanner dans un endroit soit le plus proche pour infirmer ou confirmer le diagnostic, soit d'aller dans un centre qui a la possibilité de faire les deux, le scanner et la chirurgie. Et ensuite, on demande un angioscan avec un protocole de dissection aortique. L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir des images parfaites pour coller à la fréquence cardiaque du patient. Et ensuite, il y a plusieurs devenirs. Soit votre patient a vraiment une dissection aortique de type A, il va au bloc. Si le patient a une dissection aortique de type B, il sera surveillé en USC chirurgical. Si votre patient a finalement un diagnostic d'infarctus, il ira en USIC. Et pour les autres pathologies, il restera au SAU. Ou alors, encore une fois, un bloc direct, si vous avez une suspicion de dissection aortique avec un patient en état de choc. Donc pourquoi? C'est parce que vous avez plusieurs outils diagnostiques pour faire le diagnostic. Le TT, clairement, va pouvoir vous apporter deux choses. La première, c'est la visualisation d'un épanchement péricardique que vous voyez ici, sachant que la densité de l'épanchement péricardique, en cas de sang, elle se rapprochera plutôt de cette densité-là. Ici, c'est un épanchement péricardique. C'est une vue ETO. J'avais une TT d'un patient qui a eu une dissection aortique il y a 4 jours, mais je n'ai pas pu récupérer les images. Hop. Mais c'est juste pour dire, voilà, vous n'êtes pas censé avoir normalement un épanchement péricardique entièrement clair, d'accord, complètement anéchogène. Ça fait très liquidien, ça fait très peu hémopéricarde. Et, excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne derrière. Et normalement, sur une dissection aortique de type A, si vous avez un épanchement péricardique, si vous avez une rupture avec un faux chenal qui va être dans le péricarde, donc vous avez du sang dans le péricarde. Ou alors les images d'angioscan. L'angioscan, encore une fois, c'est l'élément clé, d'accord, c'est le scanner clé, c'est ce qui va permettre de faire le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le diagnostic d'extension, qui va pouvoir nous guider, nous, dans notre prise en charge thérapeutique après. Ici, donc, vous avez une dissection classique de type A. Ici, vous avez un hématome, vous voyez, périaortique. Et ici, vous avez une ulcération aortique. Ça, c'est le patient, c'est l'équivalent vraiment du patient qu'on a eu la semaine dernière. Vous voyez ici sur le scanner le faux chenal qui est le plus grand, d'accord, le vrai chenal qui est le plus petit. Et ici, vous voyez déjà que le faux chenal s'est thrombosé. Et enfin, le TO. Alors, ici, ça ne passait pas. Donc, vous devriez voir ça. Ici, c'est l'image de TO. Vous voyez. Ici, une image de TO, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est à 120 degrés. Vous avez ici la valve aortique. D'accord. Ici, l'aorte, pour ceux qui savent, elle est déjà dilatée. Et puis, vous voyez, il y a une grosse fuite aortique. Vous pouvez voir de ce côté-là. Et puis, surtout, on voit le flap intimal. D'accord. Donc, vous avez la valve aortique qui est ici et le gros flap intimal qui est là. Voilà. Donc, le TO nous permet de faire un diagnostic
D'accord? Chez les patients en état de choc, il n'y a pas nécessité, si vous avez une forte suspicion diagnostique, vous avez une ETT qui montre un hémopéricarde, de passer par la case scanner. Alors, hop, je retourne ici. Donc ça, c'était pour la dissection aortique de type A. Pour la dissection aortique de type B, c'est une toute autre stratégie de prise en charge. D'accord? Le traitement, il est médical jusqu'à preuve du contraire. Il y a comme nécessité d'avoir un traitement chirurgical rapide uniquement si votre dissection aortique de type B elle est compliquée. Compliquée d'une rupture, d'une malperfusion, d'une extension de la dissection entre deux scanners, d'une dilatation aortique, donc ce qui fait que vous avez un risque de thrombose qui est énorme, ou alors si votre douleur ou votre HTA est réfractaire au traitement. À ce moment-là, effectivement, il faut envisager un traitement chirurgical, endovasculaire, on va le voir, rapide. Ou alors les patients à risque, les patients qui doivent être surveillés d'un peu plus près par les autres, ceux chez qui vous avez une douleur qui est persistante, ceux qui sont réadmis à l'hôpital, qui ont une trithérapie antihypertensive, ceux pour qui le faux chenal est énorme, pour lesquels vous avez une augmentation du diamètre de l'aorte, etc. À ce moment-là, ces patients à risque doivent être surveillés. En tout cas, chez tous les patients qui ont une dissection de type B non compliquée, le traitement il est médical. D'accord? Et ensuite, ce sera un suivi à long terme. Chez les patients qui ont une complication, il faut envisager une intervention. Et cette intervention, elle est avant tout endovasculaire. Ça, vous le voyez bien ici. Ici, vous avez les facteurs de risque donc, que je vous ai décrits juste avant. Que lorsqu'on prend à gravité égale sur la présentation les patients qui ont nécessité un TIVAR, donc TIVAR, c'est Endovascular Aortic Reparation, pour ceux qui ont nécessité un traitement endovasculaire avant 14 jours, d'accord? À ce moment-là, vous voyez qu'ils ont une mortalité d'environ 75-80%. Au contraire, pour ceux qui ont eu un traitement dit à froid, après avoir pris en charge en aigu leur traitement symptomatique, la douleur a diminué, vous avez fait un relais Péros et que vous avez eu le temps de faire tout le bilan, à ce moment-là, on est plutôt sur 10% de mortalité. Voilà, ça c'est les études, encore une fois, rétrospectives, mais qui ont été matchées. Donc, si vous pouvez ne pas opérer votre patient qui a une aortique de type B, vous ne le faites pas. On va juste parler maintenant, c'est plus pour votre culture personnelle, mais pour que vous puissiez comprendre comment nous, on réfléchit sur le traitement des malperfusions de ces patients-là. Donc là, vous avez encore une fois le schéma qui vous résume la prise en charge chirurgicale de ces patients. Donc là, il y a une dissection aortique de type A avec une malperfusion, donc une tamponnade, une malperfusion mésentérique rénale. Ils ont mis l'AVC ici, je ne suis pas entièrement d'accord avec l'AVC parce que ça dépend vraiment de la raison pour laquelle votre patient a un AVC, d'accord? Donc c'est soit la dissection aortique, oui, la thrombose aortique, c'est à discuter. En tout cas, vous devez avoir un traitement immédiat de la fermeture de la porte d'entrée de cette dissection aortique. Juste, c'est pour vous dire qu'il y a une importance du case volume et qu'on considère qu'à partir de 50 à peu près dissections par an, voilà, les centres qui font à peu près 50 dissections par an, c'est ce qu'on fait à Bichat, vous avez une survie qui est globalement la même. Donc l'objectif du traitement, finalement, c'est la fermeture de la porte d'entrée. Donc là, on est dans des chirurgies entre guillemets simples. D'accord? Vous imaginez qu'il y a une dissection aortique par ici, bien au-dessus de la valve aortique, bien au-dessus des coronaires. Nous, on va pouvoir faire une chirurgie, on va clamper ici, puis on va remplacer la porte d'entrée par un tube suscoronaire. Parfois, il est obligé de sacrifier la valve aortique parce que la dissection aortique, elle est trop proche de la valve et des coronaires. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un Bentall, donc c'est pareil, un tube suscoronaire, sans qu'on remplace la valve aortique. Il y a également des possibilités de chirurgie un tout petit peu plus complexes, intermédiaires, où en fait on va garder la valve aortique quand même par une technique qu'on appelle soit de Yacoub, soit de Tyrone David. Donc ça, c'est des chirurgies entre guillemets simples, d'accord? Ça dure 3 heures au bloc opératoire. Il n'y a pas de complications majeures à partir du moment où c'est fait rapidement. Ça, on a l'habitude d'en faire. C'est des chirurgies qu'on fait également à froid. Et là, vous avez des chirurgies beaucoup plus complexes. Les chirurgies beaucoup plus complexes, c'est les micros. Vous voyez, ici, on est obligé de faire le tube, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et les micros, parce que la porte d'entrée continue à travers la crosse aortique. Et à ce moment-là, il va falloir faire un arrêt circulatoire total parce qu'il va bien falloir travailler sur cet endroit-là. Et pareil, ici, la trompe d'éléphant, qui est parfois appelée thoraflex, c'est plutôt la thoraflex qui est parfois appelée trompe d'éléphant, pardon, où vous voyez ici qu'on va devoir suturer, mettre en place un stent à l'intérieur de l'aorte thoracique descendante dans laquelle on va pouvoir se greffer après pour aller perfuser les autres organes. Là, c'est une crosse complète, on a refait toute la crosse, on a refait tous les TSA. Donc, juste pour vous expliquer comment ça se passe, concrètement, lorsqu'on fait une anesthésie pour une chirurgie simple, il y a le chirurgien qui est habillé, les champs sont installés, on a un perfusionniste avec une circulation extracorporelle qui est débulée, on fait évidemment une induction en séquence rapide, hypnomidate, rocuronium,
Et on technique les patients, un KTC, un KTA, un Cordis qui est un gros désilet, et on les anticoagule à 300 unités par kilo, d'accord. Et on fait une CEC avec une cannulation standard. Donc ça ressemble à ça, hein. L'idée, c'est de mettre une décharge dans le ventre, dans l'oreillette droite, pardon, de récupérer le sang dans un réservoir. On le fait passer à travers un réchauffeur, à travers un oxygénateur. C'est comme une mini ECMO si vous voulez. Et on reperfuse ça dans la aorte ascendante juste après la dissection. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours au bloc opératoire à chaque fois qu'on fait une chirurgie cardiaque. Donc, juste pour vous dire un petit truc ici, hein, on les anticoagule à 300 unités kilo. Donc, ne flippez pas de faire 100 mg d'aspirine IV. D'accord. La probabilité quand même que votre patient ait un syndrome coronarien aigu avant d'avoir une dissection aortique, s'il a une probabilité faible d'avoir une dissection aortique, elle est quand même beaucoup plus élevée pour le syndrome coronarien. Donc, ce n'est pas avec vos 100 mg IV d'héparine, vos 90 mg de Brilique et 5000 unités d'HBPM que vous allez tuer le patient. Clairement pas. Donc, n'oubliez pas, si votre patient, vous le suspectez avant tout d'un syndrome coronarien aigu, vous le traitez d'un syndrome coronarien aigu. Donc, finalement, le cœur, il va ressembler à ça. On décharge la veine, on clampe l'aorte, on va travailler sur l'aorte ici et on a notre canut de l'autre côté. Toute autre histoire lorsqu'on doit remplacer la crosse. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le scanner, il reste indispensable avant la prise en charge chirurgicale. À ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est un arrêt circulatoire total. D'accord. On va devoir arrêter complètement la perfusion de tous les organes. Pour ça, on met le patient en hypothermie à 19-20 degrés et on fait une anesthésie profonde. Et si on peut, on fait ce qu'on appelle une perfusion cérébrale sélective. Ça ressemble à quoi? Il faut vous imaginer qu'on doit travailler là-dessus. Si on travaille là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de sang qui passe. Donc, au mieux du mieux du mieux, eh ben, on essaie de mettre une perfusion ici comme une ECMO en fémorale qui va remonter jusqu'ici. Et puis, on met une petite canule dans la TABC, une petite canule dans la carotide droite, gauche. D'accord. À ce moment-là, on perfuse le cerveau, on perfuse le bas du corps et on travaille là-dessus. Voilà. Là, c'est une autre histoire. D'accord. Là, c'est entre 30 et 40 minutes d'arrêt cardiaque. D'accord. Arrêt circulatoire complet, mais en hypothermie à 19-20 degrés. Donc, on a des patients qui sortent sans insuffisance rénale, sans ischémie digestive, sans rien, et on essaie de les réveiller, de les extuber 4 heures après pour vérifier que justement leur cerveau n'a pas trop pris un coup. Et le cœur, là, par contre, il a une autre tête, hein, il est clampé de partout, il y a l'anévrisme, il y a des trucs un peu partout. Ça, c'est juste pour vous montrer que pourquoi est-ce que la prise en charge d'une dissection aortique de type A est si complexe, même après un traitement chirurgical, c'est que vous imaginez la morbidité du geste et les suites post-opératoires. Voilà, ça, c'est juste pour vous montrer quand on fait une technique de l'hémicrose, donc ils retirent les TSA en palette, ils greffent ici, ils font leur anastomose distale, ils corrigent la fuite, et puis hop, ils remettent le TSA en palette. Pour la dissection aortique de type B, d'accord, ce qui a aujourd'hui supplanté la chirurgie ouverte très clairement, c'est la chirurgie endovasculaire. Donc ici, vous avez les prothèses, les différents types de prothèses qu'on met. Donc vous avez l'IVAR, donc le traitement endovasculaire de l'aorte classique, d'accord, qui peut remonter jusqu'en thoracique, qui va permettre à la fois de traiter la dissection et à la fois d'exclure un anévrisme s'il y en a. Ici, vous avez l'équivalent d'un aorto bifémoral. Vous avez des prothèses qui sont également fenêtrées pour pouvoir essayer de se mettre exactement en face des artères digestives, des artères rénales, ou alors multibranches, qu'on peut directement brancher dessus. Ça, c'est pour les parties la plus simples. Et puis, il y a des chirurgies encore plus compliquées. D'accord. Lorsque vous avez ici une dissection, par exemple, qui part du pied du TABC, il faut bien mettre un stent qui va bien tout couvrir. Vous allez sacrifier la sous-clavière gauche. Et en gros, la sous-clavière gauche, vous allez la brancher sur la carotide. D'accord. Donc là, c'est une chirurgie à la fois endovasculaire et à la fois ouverte, avec un abord ici cervical. Et là, on est pareil dans des trucs un petit peu ésotériques, avec, comme vous le voyez ici, la dissection avec, qui prenait probablement entre la sous-clavière gauche et la carotide gauche, et donc nécessité de mettre une prothèse plus longue et donc de sacrifier la carotide. Il reste encore quelques traitements chirurgicaux de l'aorte descendante, très très rares dans les cas de dissection aortique de type B. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, c'est une chirurgie classique, d'accord, on clampe en haut, en bas, et puis on met un tube en dacron, pardon. Là, tout dépend du niveau de clampage. D'accord. Si vous clampez en sous-rénal, finalement, vous allez avoir peu d'ischémie. Si vous clampez en sus-rénal, vous allez avoir pas mal de risques d'hypotension et d'insuffisance rénale. Et si vous clampez au-dessus, ici, faut imaginer que tout votre système digestif va être mal perfusé pendant quelques minutes à heure. Voilà, donc j'ai essayé de faire rapide, comme ça peut laisser de la place à la discussion si vous le souhaitez. Donc les quelques take-home messages que j'ai, c'est
un traitement antihypertenseur IV. Très honnêtement, il n'y a pas de méta-analyse ou autre qu'on regardait l'avantage ou le désavantage d'un traitement par rapport à l'autre. L'objectif, c'est d'avoir une prise en charge optimale, donc pression artérielle systolique inférieure à 120 et puis, si possible, pas de tachycardie. Un traitement antalgique IV, nous, on leur met aussi volontiers du Xanax ou une sorte de petite benzo, histoire de les détendre un peu, parce qu'il faut imaginer que c'est des patients à qui on va devoir raconter le pire. On nous appelle, vous nous appelez, on est très heureux de travailler même jusqu'à 5 heures du matin s'il le faut, si ça peut rendre service. Prendre le numéro de la personne de confiance, on ne sait jamais comment ça va se finir avec ce genre de patient. L'angioscanner, en urgence s'ils sont stables ou en bloc direct, si les patients sont en état de choc. Et je crois que c'est tout. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Excellent, Sacha. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous enverrai le topo. Moi, j'ai des questions quand même. Seulement 50 dissections par an chez vous? Ouais. Alors, en fait, ça dépend des années. Hein, clairement, il y a des années, on est plutôt à 50, des années, on est plutôt à 80. Alors, le truc 50, c'était le tout dernier chiffre. Donc, forcément, il y avait les années Covid, il y avait ce genre de trucs. Donc, malheureusement, il y a, je crois, pas mal de dissections qui sont décédées à domicile parce que personne n'osait se rendre à l'hôpital quand c'était le Covid. Sinon, on est effectivement plutôt vers 70-80 par an. Et effectivement, il y a une épidémie en ce moment, quoi. Il y a une épidémie. Je ne sais pas si vous, en SMUR, moi, je parlais avec un juriste la semaine dernière qui me dit mais j'en ai fait 3 dans la semaine. Moi, je me demandais pourquoi il y en a plus en hiver qu'en été. Eh ben, on ne sait pas. Il n'y a pas de facteur de... Non, je pense qu'ils doivent éternuer très fort et que ça doit faire péter l'anévrisme. Non, je déconne, mais je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'explication physiopathologique, mais en tout cas, la méta-analyse que je vous ai montrée, elle avait repris énormément d'études. Et il y a une vraie saisonnalité. Nous, on en a fait 5 la semaine dernière, on a fait 2 vendredis, une le matin, une l'après-midi. D'accord. Et est-ce que de votre côté, là, actuellement, en réa chirurgie cardiaque, vous avez des projets de recherche en cours sur la dissection? Alors, nous, on n'en a pas de projet de recherche à proprement parler. Alors, il y a un truc, moi, que je trouvais intéressant et qui peut faire réfléchir sur la prise en charge de certains patients, c'est que pendant le Covid, donc on a l'habitude d'avoir des patients de Tahiti. Pendant le Covid, normalement, les dissections aortiques qui venaient de Papeete ou autres étaient transférées en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un arrêt des accords entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti à cause du Covid, et les patients étaient rapatriés chez nous. Donc, on avait des patients qui faisaient Papeete Bichat avec une dissection aortique de type A. On en a eu 8. Il y en a 7 qui ont décollé, 7 qui sont arrivés sur Bichat, 7 qui sont sortis en vie sans complications majeures. Et donc, je trouvais ça juste intéressant. Moi, je pense qu'on va essayer d'écrire un petit papier ou de faire un petit truc sur, notamment, essayer de s'amuser avec les différences de pression atmosphérique qu'il peut y avoir dans l'avion, etc., pour ceux qui font du rapatriement. Mais ça laisse se poser la question de l'urgence de la prise en charge de ces patients. Concrètement, on avait des patients qui avaient 30 heures de vol, parce qu'en gros, ils faisaient Papeete, Los Angeles, Le Bourget, Bichat. Donc, entre le moment du diagnostic posé et le moment de l'arrivée à Bichat, il y avait 32 heures, 33 heures à peu près de battement, et ces patients sont arrivés en vie. Malheureusement, vous voyez, 1 sur 8 qui est mort avant de prendre l'avion. Donc, on ne peut pas faire une généralité pour ces patients-là. Et puis, les Tahitiens sont connus pour être franchement hyper résistants à tout. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, il faut, lorsque vous êtes en face d'une dissection aortique de type A, aller vite, évidemment, mais aller au bon endroit. C'est-à-dire que si vous nous appelez à Bichat et qu'on vous dit, là, j'ai une transplantation cardiaque pendant 5 heures, je ne peux pas parce que mon chirurgien est sur le champ, il faut essayer d'appeler les autres centres qui peuvent malheureusement être dans la même situation. Il y a 4 ou 5 centres de chirurgie cardiaque qui prennent des dissections aortiques à la paix. Et qui sont tous les centres également transplanteurs, etc. Mais voilà, ça vaut le coup de prendre son temps, de bien diagnostiquer, de bien parler aux réa et aux chirurgiens qui s'en occupent et de les adresser au bon endroit. D'accord. J'ai une question, Sacha. Et les dissections aortiques que vous voyez beaucoup, c'est vraiment des cas stables ou des cas instables? Alors, c'était la dissection aortique qui avait des malperfusions. Elle pouvait avoir des malperfusions. Elle n'avait pas d'hémopéricarde. C'est tout. Ce
Concrètement, hein, les dissections aortiques de type A qui meurent sur la table ou sur la table de scanner, etc., c'est de tamponnade. Hein. C'est de tamponnade, rarement d'AVC, rarement de rupture. Alors, il peut y avoir hein, des vraies ruptures de l'aorte, et de toute façon, c'est fini et personne ne peut rien faire. C'est clairement de tamponnade. Donc, effectivement, c'est là où je vous encourage vivement, mais c'est ce que disait Yari, à manier le TT. D'accord le TT avec une coupe sous-xiphoïdienne rapide en 1 minute, vous avez un péricarde, vous voyez s'il est sec. Votre patient il est aux urgences, une demi-heure après, vous retournez, hop, vous mettez un petit coup de sous-xi, vous avez un épanchement qui commence à arriver. Bah voilà, ce patient-là, il faut le faire passer en surpriorité parce que vous savez que dans les 2 heures, malheureusement, il aura un hémopéricarde. Et puis, voilà, ce n'est pas comme les péricardes que vous voyez aux urgences qui ont la douleur thoracique, qui se constituent en 1 semaine, 2 semaines. Là, c'est le péricarde qui se constitue en quelques minutes. Et donc, malheureusement, le ventricule droit n'a pas du tout le temps de s'adapter. D'accord. OK. OK. Et une autre question pour moi sur les biomarqueurs, puisque nous, on est plus aux urgences, on a envie un peu de trouver un peu des éléments, tu vois, pour pouvoir éviter ou peut-être diagnostiquer tôt ou ne pas faire beaucoup de scans. Est-ce que pour toi, de ton côté, ça te semble... est-ce que tu penses qu'il y a déjà des pistes de travail dans ce sens-là ou pas? J'avoue que je n'ai pas de connaissances approfondies de la littérature là-dessus. Je sais que les dédimères, effectivement, avaient été longtemps mis dans les algorithmes diagnostiques pour essayer d'écarter le diagnostic. Je pense que c'est difficile. C'est difficile de se passer d'un scanner pour les probabilités cliniques fortes. De toute façon, ça, c'est comme le rationnel de l'embolie pulmonaire. Hein. Ce qu'on a envie, c'est d'essayer d'éliminer le diagnostic. Le problème, c'est que c'est des situations qui sont hyper trompeuses. Vous pouvez avoir quelque chose qui se manifeste comme un SCA parce qu'il y a une dissection de la coronaire. Vous allez partir vers le SCA, lui faire le bolus de trucs, etc. Arriver à la table de Coro, et c'est arrivé en table de Coro qu'on se rend compte que finalement, lorsque le cardiologue met son guide. Je t'entends pas bien, Sacha. Sacha? Il est encore connecté, c'est juste qu'on l'entend moins. Moi, je l'entends pas bien. Hop, vous m'entendez là? Ouais, là, Oui, là, on t'entend. Ouais. Désolé, mon ordi s'est déconnecté. Donc, je pense pour les patients qui ont une probabilité clinique forte, clairement, on ne peut pas s'en empêcher. Pour les patients qui ont une probabilité clinique faible, c'est là où il y a vraiment l'enjeu. Donc, je pense effectivement, alors je ne connais pas les biomarqueurs, savoir si exactement ce qu'on pourrait utiliser, mais l'enjeu, il est sur les patients qui ont une probabilité clinique faible. Probabilité faible. Ouais. Probabilité clinique forte, de toute façon, vous allez être obligé. Probabilité clinique intermédiaire, vous n'allez pas avoir envie de passer à côté du fait de... Ouais, exactement. OK. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. On vous enverra probablement parce que bon, c'est un travail qu'on a commencé et tout. Toi aussi, hein, c'est beau, je pense que tu vas faire là avec le papier sur les cas que tu as pour Haïti. C'est bien. On vous dira un peu plus. Nous à la Rivoisière, on n'en a pas autant. On n'en a pas autant. On en a quelques dizaines dans l'année. Donc, on vous dira en fonction de comment ça avance et le protocole et tout ça. Ouais, bah avec plaisir. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, c'est une vraie collaboration. Enfin, voilà, faut utiliser les ressources. On est du même... Faut que ces patients-là, ils ont aucune raison d'aller ailleurs, sauf si, encore une fois, on est occupé. D'accord. Et quand vous êtes occupé, c'est plutôt Pompidou, c'est ça? Ou Créteil? Pompidou, Créteil, Mont-d'Or et La Pitié. Voilà, c'est les 3 grands centres qui font de la horte dans la nuit, n'importe quelle heure de la journée. Voilà, il y a d'autres centres de chirurgie cardiaque, hein, le CCN ou Massy ou c'est pareil, mais je crois, à ma connaissance, pas de dissection aortique en urgence la nuit. D'accord. Okay. Mais l'idée est de trouver un lit pour ces patients. Et ensuite, une fois qu'ils sont scopés sous traitement anti-hypertenseur, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Ok. Bravo, Sacha. C'est excellent la présentation là, que tu nous donnes sur la partie traitement. Et je vais diffuser, c'est enregistré, donc je vais pouvoir
j'enverrai le mettre diapo. sur le site pour que ceux qui n'ont pas pu être là puissent suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Très belle présentation. Hilary aussi, merci. Merci à tout le monde. Merci. Salut, salut. Bonne soirée. Merci. Bonne Tu soirée. as le bisou de Baptiste aussi. Hein. Ça sera enregistré, c'est parfait. Ok. Salut. Salut. Salut.